Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Cette semaine, je reçois Emmanuel de Normandie, un des gérants des 4 éléments. Emmanuel a toujours eu le goût d'entreprendre, un parcours professionnel avec des allers-retours entre le Berry et Paris, où à chaque fois il prend des opportunités et se lance. Et puis, un premier challenge s'offre à lui avec la création d'une jardinerie qu'il veut novatrice dans les produits comme dans les événements. Mais le pari d'une vie, ou plutôt de 4 vies, c'est le projet commercial emblématique de 2020, un projet ambitieux, aménager un complexe sportif et bien-être avec restauration dans une ancienne usine Castelroussine, les biscottes Oga. La conversation tourne autour de ce chantier incroyable, d'autant plus difficile que la crise sanitaire est venue bouleverser les certitudes. On a évoqué la création d'entreprises, le goût de créer ou le management, mais on a parlé aussi de platinuis, de paddle, de cuisine ou de terroir. Je vous embarque à la découverte d'Emmanuel de Normandie, un entrepreneur avec les pieds sur terre. Goodberry, c'est parti. Bonjour Emmanuel. Salut Stéphane, bienvenue aux 4 éléments. Emmanuel, j'ai une première question. Comment tu as choisi le nom ? Le nom, ça a été une grosse réflexion au début. Et après, c'était la réunion des 4 choses qu'on fait, disons, la restauration, le sport, le bien-être, le spa. Et puis après, c'était aussi, honnêtement, papa, maman, Julie et Naël. Il faut savoir que la SCI, au niveau de l'immobilier, c'est 5 éléments, où c'est ma 3e fille qui est dedans. Voilà. Ça a été comme une évidence, ce nom-là, ou tu avais d'autres noms en tête ? Non, on n'avait pas d'autres noms vraiment en tête. Voilà, c'est un jour, j'ai eu l'idée, j'ai suggéré à mes enfants, et j'ai dit, ah ouais, c'est pas mal. Puis voilà, puis c'est parti. Et le logo ? Le logo, bah ça, c'est vrai, c'est un travail commun, surtout des filles, avec une amie qui est graphiste. Dès que tu as l'idée du concept, tu as ces 4 éléments en tête ou c'est au fur et à mesure de la réflexion ? Non, à la base, on avait les 4 éléments, avec des volumes plus ou moins importants. C'est le bâtiment qui a décidé ça. Mais sinon, à la base, c'était ça. C'était vraiment réunir nos compétences à nous 4. Bon, le commerce, la base de tout le monde. La restauration, la distribution, pour moi et mon épouse, Christine. Anaël, tout ce qui est le sport, le commerce du sport, la pratique du sport, cela fait beaucoup de sport. Et Julie, tout ce qui est le bien-être, la coiffure, l'esthétique, le spa, où c'était son domaine. D'accord. Et quand tu dis que c'est le bâtiment qui a défini les espaces ? Oui, parce qu'on cherchait un bâtiment adéquat. Donc pour le sport, grand volume, pas de poteaux, quelque chose un peu d'atypique, quelque chose niveau restauration, pas trop mal placé, sur la ville de Châteauroux. Donc ça n'a pas été très simple. Et là, on a trouvé ce bâtiment-là qui était plus grand que ce qu'on avait besoin au début. Mais c'était exactement ce qu'on cherchait, quoi. On a visité d'autres dans les zones industrielles, mais les placements n'étaient pas bons, ou ça ne s'est pas fait, ou... On n'a pas eu beaucoup de choix pour l'instant. Mais voilà, ça s'est vite arrêté sur ce bâtiment-là. D'accord. Et donc toi, c'était plutôt sur la partie restauration ? Aujourd'hui, principalement, je gère la restauration. C'est mon métier d'origine. C'est ton métier d'origine ? C'est mon métier d'origine. C'est-à-dire ? J'ai une formation, je suis cuisinier de métier. J'ai commencé par de l'hôtellerie. J'ai fait une formation à Blois, au lycée hôtelier de Blois. J'ai un BTH, quelque chose qui n'existe plus, un brevet de technicien hôtelier. Donc à l'époque, je faisais option cuisine, mais on apprenait la salle, tout ce qui était restauration, la gestion, tout ça, c'était un peu plus complet que ce qu'on fait aujourd'hui. Et t'as dès tout petit cette envie d'être dans l'hôtellerie ? Ah oui, j'ai toujours fait beaucoup de cuisine quand j'étais petit. À 12-13 ans, je vendais des gâteaux au chocolat sur le marché pour payer mon vélo. Donc chez moi, voilà, donc j'ai fait. Après, j'ai fait, comme beaucoup de garçons, passionné de foot. J'ai fait 2 ans de sport-études. Ah, quand même. Voilà. Donc j'étais à Romain-Rolland, à Déol, à l'époque. Après, j'ai fait mes 2 ans. Bon, ça n'a pas donné grand-chose derrière. Après, je suis parti en lycée hôtelier. Pour revenir sur le foot, petit, tes idoles, c'était qui ? C'est Platini, hein. Platini, Keegan, Boniek, voilà, c'était ces années-là. Je suis arrivé, moi, les premiers souvenirs, c'est Coupe du Monde 78. C'était en Argentine, j'avais le droit de regarder la télé la nuit, parce que les matchs, ils étaient à minuit. À cette époque-là, c'était en Argentine. Ouais. Donc, c'est mes premiers souvenirs de football. Ouais. Et 78, c'est l'Argentine qui est championne du monde. C'est l'Argentine, ouais, où on est éliminé au premier tour. T'as ces images encore ? Ah oui, c'est vraiment, là, c'est vraiment ancré, ça. Ah ouais, Le maillot rayé du 3e match où on n'avait pas de maillot avec l'équipe de France, avec Hidalgo, oui, ça c'est des choses... J'avais 11 ans. Ouais. Et donc là, tu décides de faire sport-études, foot. Ouais, je voulais venger l'équipe de France. Je me dis, la prochaine Coupe du Monde, c'est moi qui serai. C'est toi. Et ton poste de prédilection ?
Attaquant. À l'époque, ailier droit. Maintenant, on appelle plus ça, mais ailier droit. Ailier droit. Voilà. Et t'as vraiment l'ambition de faire ça, ton métier? Non, pas spécialement, on essaye toujours, mais bon, tu sais, je viens d'un monde agricole, hein. Mes parents, ils étaient agriculteurs, hein. On dit paysans, mais fiers d'être paysans. Donc, c'était pas notre monde du tout, hein. Mais mes parents m'ont laissé faire, ils m'ont emmené au lycée, ramené et tout. C'était une époque où c'était pas facile, hein. On était au milieu des champs, nous, hein. Et j'ai quand même fait les 2 ans au sport-études, quoi. Donc tu fais les 2 ans de sport-études, et qu'est-ce qui te pousse à arrêter? Parce que bon, il faut être conscient que je voyais pas d'issue. J'étais quand même conscient que ça coûtait du temps et un petit peu d'argent à mes parents. Et voilà, et qu'il fallait pas insister de plus, quoi. Je jouais au foot, je jouais dans mon club à l'époque, c'était Chassignol. Voilà, j'étais pas malheureux, hein. Le foot continuait, puis je jouais quand même à beau niveau en régional, donc bon, c'était pas. Il y avait pire. D'accord. Et comment tu décides de faire de l'hôtellerie ton métier, ou ce que tu veux faire? Bah, j'ai toujours aimé la cuisine, je dis depuis petit je fais ça, j'ai toujours aimé faire de la cuisine. Ouais. Et puis bon, c'était mon truc, hein. Il n'y a pas de mystère, hein. Ça vient de tes parents? Non, non, moi mes parents sont agriculteurs, hein. J'étais agriculteur, hein. Mais si mes parents faisaient agriculture, mais ils faisaient du fromage. Ils faisaient plein de choses, ils transformaient des produits, donc je pense que ça vient de là. Ça vient de là comme là. J'adorais aller faire du fromage. J'adorais aller faire les fromages. Donc là, tu décides de faire ce BTH. Voilà. En combien de temps? 3 ans. Donc c'était à l'époque jusqu'au bac, c'était un bac professionnel, quoi, mais sur 3 ans. Donc seconde, première, terminale. Et t'apprends quoi? Principalement la cuisine, parce que c'était option cuisine, mais après on apprend tout ce qui était les premières années aussi la salle, tout ce qui touche la restauration, donc c'était très complet. Et puis après, première terminale, c'est comme une première terminale normale, j'ai des maths, mais j'ai plus de gestion d'entreprise, des choses comme ça. Voilà, donc c'est ça qui nous intéressait. On voulait, à cette époque-là, tu sortais avec un BTH, tu avais un bagage. Tu avais un bagage. Il y avait des matières qui t'intéressaient plus que d'autres? J'ai toujours aimé la gestion. Pas la compta spécialement, je pourrais faire de compta, Mmh. mais la gestion, c'est toujours été... La gestion a toujours été quelque chose qui m'intéressait. À ce moment-là, tu as déjà de l'ambition d'être ton propre patron? Ah oui, c'était mon truc. Bah, j'ai eu ma première affaire le jour de mes 20 ans. Et j'en ai 55, donc ça fait 35 ans que je suis à mon compte. À 20 ans, j'ai pris ma première affaire à Paris. J'avais 20 ans et Christine avait 17 ans. Et pourquoi tu montes à Paris pour créer l'affaire? Une opportunité, à l'époque avec mon beau-frère, et puis voilà. On ne se posait pas les mêmes questions qu'aujourd'hui. J'avais racheté un snack bar dans un salon de coiffure de luxe. Un snack bar? Privé. Donc il y a des grands salons de coiffure, avenue Pierre Ier de Serbie, pas loin des Champs-Élysées. Il y a des grands salons de coiffure, hein. En sous-sol, tu t'occupes des clients. Donc tu sers le personnel, parce qu'il y a au moins 40 ou 50 coiffeurs, et c'est des grosses machines, hein. Et tu sers les clients, qui sont beaucoup des gens fortunés et connus du showbiz et tout, tralala. D'accord. Voilà, donc j'ai servi pas mal de gens de showbiz, et je faisais aussi le voiturier de ces gens-là. Je garais leur voiture, je faisais tout ça. Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là? Une super époque, hein. C'était une super époque. Après, la vie parisienne n'était pas pour moi, c'est pour ça que je ne suis pas resté. Mais c'était une super époque. Et pourquoi elle n'était pas pour toi? Je suis quelqu'un de la campagne, les bouchons, la vie. Voilà, j'habitais loin parce que je ne voulais pas habiter dans Paris, donc j'avais 1 heure et demie de route le matin, 1 heure et demie de route le soir. Mais c'est que des bons souvenirs. C'est un bon tremplin pour commencer. Ouais. Et quel enseignement t'apprends là-bas? Le service, t'apprends à te mettre au service des gens, mais avec un certain respect. Vous voyez, les gens, voilà, tu rencontres du monde que j'aurais jamais rencontré, quoi. Puis j'avais quoi? Oui, j'avais 20 ans. 20 ans, ouais, tout est permis à 20 ans. Et donc tu loges en banlieue? En banlieue, oui, Corbeil, Créteil, j'ai même été jusqu'en Seine-et-Marne, hein, pour avoir des appartements un peu plus grands, pour pouvoir avoir un peu d'espace, un peu de verdure. Donc je faisais beaucoup de routes. Je préparais des fois des plats, parce que je faisais des plats dans ma petite cuisine, que je transformais, que j'emmenais dans mon snack, parce que mon snack, la cuisine faisait 2,50 m, 3 m². Puis je servais en plateau les gens dans le salon de coiffure. Et c'était quoi comme type de plat? C'était des croque-monsieur, des clubs sandwich, des petites salades, hein. C'était les gens, ils mangeaient ça soit en travaillant pour les coiffeurs, soit en se faisant coiffer pour les clients. Ils avaient des petits salons privés, il y a des gens qu'on ne voyait pas, hein, parce qu'ils se faisaient coiffer, tu ne les voyais pas. Ok. Tu fais ça combien de temps? 2 ans. 2 ans, après, j'arrête parce que j'ai d'autres ambitions. Voilà, je suis quand même cuisinier de métier, j'ai quand même fait une école hôtelière renommée un peu, donc j'avais quand même d'autres ambitions. Ouais. Et donc, tu décides de faire quoi? Je reviens de mon Berry natal, où je rachète le café du commerce à Neuvy-Saint-Sépulcre. D'accord. Ok. Que je transforme en Le Duché, pour en faire un restaurant, hein, où je reste 5 ans. C'est l'époque où je me marie, j'ai mes premiers enfants, où ça a été 5 années de galère. Il faut être honnête, hein, quand tu t'installes à la campagne dans ces années 90, non, ça a été galéreux. Hein. Ça tournait pas?
Ça tournait mal, j'étais jeune. Avec mon sport-études, je suis parti à 13 ans, quoi. Les gens ne me connaissaient pas, en fin de compte. Ma famille était très connue, mais pas moi. C'était un peu le petit Parisien qui revenait, quoi. C'est une mentalité, la campagne. Ça n'a pas été facile. T'en as un peu souffert de ça? Oui, on a souffert, oui. On a souffert. Donc, on a vendu difficilement au bout de 5 ans, avec des dettes. À l'époque, on est parti avec des dettes. Hein. Donc, on est reparti se faire un peu une cerise. On est reparti à Paris. Et là, ce coup-ci, j'ai pris des caves. J'ai été gérant de cave Nicolas. Ouais, le vin. Le vin Nicolas. Un magasin? J'ai fait Versailles en formation. J'ai fait plein centre de Paris, rue Bayen. C'était une rue commerçante où c'était que des marchés. Tout ouvrait. Je sortais mon vin sur le trottoir, quoi. C'était une ambiance extraordinaire. Et après, j'ai eu mon magasin à Créteil, Soleil, dans le village, qu'on appelle Créteil Soleil Village. D'accord. Voilà. Et là, tu te formes pour le vin? Je me forme, il y a une petite formation, j'avais des bases. L'avantage de mon lycée hôtelier, c'est qu'on avait de l'œnologie. Ouais. Donc moi, aussi bien moi que Christine, on avait les bases de tout ça. Et là, t'es patron aussi? Je suis gérant, là, ce qu'on appelle gérant appointé. À l'époque, c'était géré par le groupe Nicolas. Donc je suis gérant appointé, donc tu gères la boutique, mais t'es salarié. Et t'es payé à la com. Hein. Ah, t'es payé à la com? T'es payé à la com, un pourcentage de temps. Hein. Donc puis t'as même pas de fixe, donc faut que tu vendes. Hein. Mais c'est une super école et c'est une super boîte, Nicolas. Enfin, moi, j'en ai que des bons souvenirs. Hein. Et quand tu dis, moi, j'étais à Paris au départ et que t'en avais marre de Paris, ça te fait rien de repartir encore à Paris? Non, parce qu'on savait qu'il y avait, pareil, 20, 24, j'avais donc 25, 26 ans, où tu bouges. Et puis là, j'avais ciblé une boîte, je savais un peu où j'allais. À l'époque, le vin, ces bouteilles, Nicolas, c'était sérieux, quoi. C'était quelque chose, quoi. Puis j'avais ma liberté, hein. J'avais un responsable au-dessus. Je suis resté à peine 2 ans. Si je l'ai vu 3 fois, si tu fais du bon boulot, il te laisse tranquille. Je pense que je faisais du bon boulot et je n'ai pas été embêté. Et qu'est-ce que tu apprends à ce moment-là? Pareil, on apprend quand même. Il y a beaucoup de ventes, hein, tu apprends le commerce un peu plus approfondi. Parce que quand tu es cuisinier ou que tu fais de la cuisine, tu vois un peu moins les gens. Là, c'est vraiment du commerce. Là, on faisait beaucoup de livraisons à domicile. Donc, je faisais des livraisons. À l'époque, on prenait les caisses. On vendait encore les caisses de 12, la villageoise, quoi, avec les bouteilles dans les immeubles. J'ai fait. Voilà. Et puis, à côté de ça, j'ai vendu une fois un Pétrus. Chose qui m'est jamais arrivé. D'autres, hein. J'ai vendu un Pétrus, quoi. Voilà. C'est des bons souvenirs? Oui, ça, c'est des bons souvenirs. Le boulot, oui, c'était passionnant. Après, c'était la région parisienne. J'habitais dans un immeuble, et puis un jour, il y a eu un peu des émeutes, des voitures qui ont brûlé, un peu pas loin de mon quartier. J'ai dit, j'ai pas envie que mes enfants vivent ici. Ouais. Donc j'ai démissionné. Et on est rentré dans le Berry. Ah oui, l'environnement, en fait, qui t'a fait... C'est l'environnement, parce que Paris, tout le monde dit que professionnellement, Paris, t'as plein de choses à faire, quoi. Mais c'était pas... Voilà, je voulais pas que mes filles grandissent là-dedans, quoi. Elles avaient quel âge? Elles avaient 2 ans et 2 ans, 4 ans. Donc les mercredis, les samedis, elles étaient dans une cave en sous-sol, parce que monsieur, je pouvais pas les faire garder. Hein. Ouais. Sur les caisses, en vin, faisaient des dessins sur les caisses. Je leur dis surtout, vous touchez pas aux bouteilles. Et elles étaient dans la réserve. Les mercredis, les samedis, elles étaient dans la réserve. Ouais. Et donc là, tu décides de revenir. Et là, le challenge, c'est quoi? Le challenge, c'était de reprendre dans le coin. J'ai dû peut-être travailler avec mes frères, donc chez de Normandie Fleurs. Les fleurs, l'agriculture, j'étais bercé dedans, hein, donc je connaissais. On a essayé un petit peu, ça n'a pas... Voilà, on ne peut pas dire qu'on s'entendait toujours très bien. D'accord. Donc je voulais monter mon projet. Et le projet de la jardinerie est parti. D'accord. Donc la jardinerie à Cap-Sud? La jardinerie à Cap-Sud, voilà. Donc à l'époque, c'était Vive le Jardin. Donc on est parti sur ce projet-là. Et là, c'est une franchise aussi? C'est une franchise, mais très libre. C'est une petite enseigne à l'époque, Vive le Jardin. Donc très très libre. On avait un nom avec une petite centrale d'achat derrière pour nous aider, mais c'était un petit groupe. Hein. C'était vraiment ce que je recherchais, cette liberté, quoi. Donc il a fallu trouver le terrain, monter le bâtiment. Là, on était parti dans un autre domaine. Là. C'était plus les mêmes ambitions, les mêmes montants. Hein. Là, tu pars de zéro? Là, on part de zéro. Faut trouver un terrain. Faut trouver un terrain sur Châteauroux. Donc tu cherches Cap-Sud, tu cherches le forum, tu cherches les grands ronds-points. Après, il faut chercher, quoi. On était sur des terrains, on nous a dit ça, c'est pas possible, ça, c'est pas pour vous, c'est déjà réservé. T'arrives, t'es un petit particulier, hein. Tu t'appelles pas Décathlon, Monsieur Bricolage à l'époque. Et là, t'as pas d'appréhension? 30 ans, t'es en pleine bourre, quoi. Et avec les banques? Avec les banques, ça n'a pas été simple, mais on arrivait avec un projet qui tenait la route quand même. J'étais associé avec ma sœur, je me suis allé à cette époque-là.
On leur a dit c'est pas compliqué, on a très peu, voilà, à l'époque on a dû amener en francs, 20 000 francs, 30 000 francs quoi. Mais on a un projet qui tenait la route et puis nos deux bras quoi, avec beaucoup de courage et beaucoup, ils nous ont, voilà, on a été une banque qui nous a vraiment cru en nous et elle a eu raison, je pense que ça en est pas mal sorti au bout de 20 ans. Et puis on avait une réputation quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais la famille de Normandie c'est sérieux, c'est travailleur. À l'époque, ouais, ça y jouait, les banquiers faisaient attention. Aujourd'hui, c'est plus le montant qu'ils regardent. D'apport, il y a 30 ans, 25 ans, ils regardaient quand même les hommes, ce que tu es capable de faire et ton projet, quoi. Et le concept au départ, c'est plutôt orienté plantes? Non, c'était vraiment une jardinerie. Hein, parce que de toute façon, à l'époque, ils ne te prêtaient pas si tu n'avais pas d'animalerie. D'accord. Parce que l'animalerie était un chiffre d'affaires important dans une jardinerie. Et puis c'était linéaire, il n'y avait pas de saison. Autant les fleurs, c'est saisonnier. L'animalerie n'est pas saisonnière, donc c'était indispensable. Aucune jardinerie n'ouvrait à l'époque sans une animalerie. Les banquiers ne suivaient pas. Hein. D'accord. L'animalerie fonctionne 12 mois sur 12. Le jardin, non, c'est très aléatoire. Le climat, le temps, tout. Donc à l'époque, non. Et en plus, c'était notre plus gros problème, parce que ça, par exemple, en animalerie, on n'y connaissait pas grand-chose. C'était pas notre métier. Moi, je connaissais plutôt les vaches. Hein, ouais. Pas... Et donc, comment tu t'y mets? Bon, on s'y met, donc comme je suis associé avec ma sœur et mon beau-frère, c'est mon beau-frère qui s'y met, qui se forme un peu plus, et puis après on embauche, on a un animalier, et puis ça se fait très bien. Hein, mais c'est un domaine qu'on maîtrisait un peu moins que le reste. Autant le reste, les plantes, la végétation, la décoration, c'était tout ça, aucun problème. Et les embauches, c'est toi qui t'en occupes? Bon, ça, tous les quatre, à l'époque on était 4, on s'occupe des embauches, on a commencé à 8, hein, 4 gérants et puis 4 salariés. Hein. Ta première expérience de management? Pur, oui, avec du personnel, oui. Avant, je n'en avais pas, hein. Je n'ai jamais eu. Et ça se passe comment? Plutôt bien, hein, honnêtement. Hein. Bon, on était une petite équipe, et, parce que la preuve, hein, on a gardé dans ceux d'origine. J'en ai gardé un ou deux pendant 20 ans, hein, donc on ne s'était pas trop trompé. Mais il faut du temps pour faire une équipe. Hein. C'est long de faire une équipe, hein, mais en 20 ans, on a créé une belle équipe. À la fin, j'avais une belle équipe. Hein. Et là, qu'est-ce que tu apprends en management? Le relationnel, on apprend à faire avec les qualités et les défauts des gens. C'est pas simple, hein, de faire passer le message. Hein. Tu as l'habitude de travailler tout seul, donc tout seul, ça avance, quoi. Ou alors tu en parles à ton épouse ou à ta sœur, ça avance plus vite, quoi. Mais quelqu'un qui arrive, qui est un peu de l'extérieur... Non, mais je pense, de toute façon, c'est comme aujourd'hui. Hein, si tu respectes, si tu expliques bien... à la fin, moi, je déléguais... Voilà, au bout de quelques années, je déléguais énormément, quoi. De toute façon, si tu veux faire tourner une boîte, au bout d'un moment, et que tu as des postes, il faut déléguer. Hein. Tu peux pas être partout. Hein. 90% des rayons étaient délégués. Hein. Oui. L'enseigne, moi je me rappelle, était très connue pour son marché de Noël. Tu peux nous raconter ça? Ça, de toute façon, nous, on voulait monter une jardinerie, mais on voulait pas faire une jardinerie un peu comme tout le monde. On voulait quelque chose d'un peu d'atypique, apporter des nouveautés. Et puis puis Noël, la décoration, c'était un peu c'était un peu la mode à l'époque, ça commençait à sortir, quoi. Donc on avait un rayon décoration qui sortait un peu de l'ordinaire, et surtout ce rayon Noël qu'on avait vu dans certaines villes de France. On s'est dit, il faut on aimait ça, quoi, là. Faire quelque chose qui change. Donc on l'a développé à un point même assez important, quoi. Savoir que au bout de 20 ans, j'ai vendu au bout de 18 ans, 19 ans, on était en jardinerie, on était le numéro 3 ou 4 en France de jardinerie en Noël. 2 ans avant de fermer, là, que j'ai vendu 80 000 passages dans le rayon Noël. Bon, pour une ville comme Châteauroux, c'est pas mal. C'est beaucoup, ouais. Et ce concept, c'est toi qui le portes? Ensemble, on avait envie de le développer, et puis on voulait vraiment montrer autre chose. Hein. Et puis notre idée, c'était faire rêver les enfants pour faire venir les parents. L'effet waouh était important dans Noël. Voilà, il faut que les gens ils arrivent, waouh. Avec nos moyens du bord, on a évolué. Hein. Au début, c'était avec des petits moyens. Quand je me souviens des premières années, avec les tissus accrochés au mur, les petits moyens. Et bon, à la fin, on a pu se permettre à faire d'autres choses, avec avoir des décors un peu plus importants. Voilà, des manèges, des choses, mais toujours dans un but, on restait du commerce, donc le but c'était de vendre et puis faire du chiffre d'affaires quand même. Hein. On n'était pas un parc d'attractions non plus. Et d'après toi, quel est le rôle d'un chef d'entreprise? C'est surtout de créer, quoi. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est créer. C'est de créer et de faire évoluer son truc. Hein. C'est de la réussite, elle est là, quoi. C'est de créer et puis de voir que ça marche et que les gens s'y retrouvent, s'intéressent à toi, à ton projet. Enfin, moi, j'ai toujours aimé, c'est ça, c'est créer. La jardinerie, on a commencé. En 20 ans, j'ai agrandi 3 fois avec des travaux. J'ai toujours créé des choses. J'ai créé mon petit restaurant d'abord. C'est toujours ce que j'aimais. Et ici, ce que j'ai préféré, c'est lancer le truc, quoi. Après, ça passe en Jardiland. Oui, après, on change d'enseigne. Le groupe Jardiland avait racheté le nom Je Vive le Jardin. On avait le choix, soit on quittait le groupe, soit on restait chez Jardiland. On connaissait tout le monde, ça marchait bien. Pas de raison. C'est pas parce qu'il y avait un autre Jardiland, on reste Jardiland. Et c'était une continuité pour nous. Et le fait d'abandonner ou de quitter le projet,
C'est aussi parce qu'à un moment, tu peux plus créer. Après, les groupes Jardiland commençaient à figer les choses, c'est un peu bloqué. Même si on avait un peu un contrat un peu plus libre que d'autres. Et puis on voyait bien que les groupes, autour, ça commence, et c'est une histoire de groupe. Ça se rachète les uns aux autres, ça commence à discuter d'autres concurrents autour. Tu restes petit, toi, monsieur, madame. Nous, on resterait monsieur, madame. On s'est dit, on a eu une opportunité, il ne faut pas se permettre autour. Et la preuve, ça se rachète, c'est des groupes maintenant. Et puis c'est des requins, hein. Maintenant, c'est des fonds d'investissement. Je ne pense pas que je suis capable de me battre avec un fonds d'investissement. Donc au bout d'un moment, tu te dis, il faut mieux partir au bon moment. En plus, ils en voulaient. Plein de groupes étaient intéressés par nous racheter, donc on va pas... Si tu refuses ou tu attends, tu peux te faire manger 2 ans après, quoi. Et puis pas de la même façon, quoi. Ça a été dur de prendre cette décision ? Non, si on avait envie de passer à autre chose en même temps. 20 ans de jardinerie, même si on l'a fait évoluer, qu'on a créé des choses, on a amené des nouveautés sur Châteauroux, on avait envie de passer à autre chose. Et comment te vient ce concept plutôt sportif, du coup ? J'ai fait un moment que j'avais envie, toujours avec cette passion de sport. J'avais déjà étudié un projet sur Cap Sud, le terrain à côté de la jardinerie. D'accord. Et c'était compliqué de faire les deux en même temps. Le concept, c'était aussi de faire du sport. Ouais, il y avait moins de restauration à l'époque, c'était surtout du sport, du foot, du padel, du tennis. Mais bon, c'était compliqué de faire les deux en même temps. Donc j'ai les plans, j'ai tout, hein, on a tout travaillé, mais après on s'est dit, voilà. Après, on n'a pas pu s'entendre toujours tout à fait pour les terrains, donc bon. Pareil, je voulais être maître de tout et on ne pouvait pas être maître de tout le terrain, donc ça a été mis de côté. Puis après, quand j'ai vendu, bon, on s'est dit, pourquoi pas relancer le projet, mais ce coup-ci, avec mes enfants, qu'on grandit à l'époque. Maintenant qu'ils étaient en âge de... Et c'est toi qui présentes le projet aux enfants ? Oui, tout à fait, oui. Ah ouais, parce que je voulais qu'on y aille ensemble. J'aurais pas été tout seul, hein. Je voulais pas... Tu serais pas allé tout seul ? Oh, non, je serais pas parti tout seul, parce qu'il y avait... déjà, il y avait le sport. Non, je serais pas parti tout seul. C'était vraiment un projet que j'avais envie de faire avec mes enfants. Voilà. Et comment tu choisis les sports ? Ce qui se fait en indoor, on a visité des dizaines de centres en France. Hein. On a été en visiter plein de centres en France. On a été voir un peu tout ce qui se faisait. Des trucs sympas ? Des trucs sympas, oui. Oui, il y a des belles choses. Hein. Il y a des belles choses avec des mondes, des enseignes. Aujourd'hui, il y a des enseignes, il y a des groupes. Pareil, hein, c'est géré par des fonds d'investissement. Il y a des groupes, hein, Urban Soccer, les Five. C'est pas des particuliers. Hein. C'est pas les mêmes, on n'est pas dans le même monde. Hein. Donc, mais après, on a rencontré des indépendants. Mais nous, après, il fallait qu'on le mette à notre taille et à la taille de Châteauroux. Donc, il fallait diversifier. Parce que nous, on ne pouvait pas faire que du foot. On n'aurait pas mangé à la fin du mois. Hein. On ne pouvait pas faire que du padel. Voilà. Donc, nous, il fallait qu'on trouve un concept qu'on touche un maximum de monde. C'était vraiment toucher un maximum de monde. C'est pour ça qu'il y a le sport, le bien-être, la restauration. Tu peux être sportif et venir chez nous. Tu peux pas être sportif, tu peux t'intéresser au bien-être. Tu peux venir simplement boire une bière. C'était l'idée. L'idée, c'était ça. C'était de trouver un truc où on intéresse un petit peu tout le monde pour lier un lieu convivial avec la base du sport et du bien-être. Tu fais une étude de marché ? On fait des études de marché qui ne sont pas évidentes parce que les chiffres n'existent peu, parce que c'est très ciblé, c'est dans des villes, dans des grosses villes souvent, plutôt des grosses agglomérations. Donc les chiffres, si tu prends les chiffres purs de sport, c'était impossible à Châteauroux. Nous, ça a été possible parce qu'on a créé d'autres choses. Et on avait cet avantage, c'est qu'on était 4 et avec des compétences différentes. Par exemple, si tu n'as pas de bien-être, tu n'ouvres pas dans ton esprit ? Dans mon esprit, je n'ouvre pas. Même si ce n'est pas ça qui fait peut-être la balance, parce que le bien-être est plus difficile, j'avoue que c'est le rayon qui est le plus difficile. En plus que je ne maîtrisais pas du tout. Donc là, c'est entièrement sur les épaules de Julie. Non, parce que dans l'idée, c'était vraiment sport et bien-être. D'accord. Et là aussi, les banques l'accueillent ? Moyen. Parce que ma banque initiale, n'y a pas cru du tout, alors que je travaillais avec elle depuis 20 ans. D'autres banques n'y ont pas cru. Et pourtant, là, je suis arrivé avec des gros apports. C'était pas comme il y a 30 ans avant. Et là, c'est compliqué. Parce que le projet a été recalé, il a fallu que je le retravaille. Puis on avait un projet de piscine aussi, pour faire des choses. Il y a des choses qui sont... Voilà, il a fallu qu'on le retravaille sur des volumes. Il a fallu qu'on retravaille, ça n'a pas été simple. On n'a pas dit oui tout de suite, ça a été compliqué. J'étais recalé dans plusieurs banques. Hein. Ils te recalent sur le montant du chiffre d'affaires, par exemple ? Ouais, le montant, la possibilité, j'y croyais pas du tout. Hein. Tout simplement. Puis c'était un très gros investissement. Pour une ville comme Châteauroux, gros bâtiments, gros travaux, gros investissements, rentabilité plutôt à long terme. Tu doutes dans ces moments-là ? Oui, bien sûr, on doute. Et t'en fais part à tout le monde ? Après, c'est la famille, hein, on en discute, voilà, mais je pense qu'on y croyait dur, on y croyait dur. Hein. Donc les travaux sont gigantesques ? Les travaux sont gigantesques, sont compliqués. Ancienne usine biscotte Oga, hein, donc pas de travaux depuis les années 50. C'est dans un état lamentable. Je pense que d'extérieur, on ne se rend pas compte, à part quelques personnes qui nous ont aidés, c'était un chantier de fou.
Et comme on n'avait quand même pas des moyens illimités, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes. Donc on a fait des choses de fou ici. Monter à 10 mètres de haut, démonter les isolations, les câbles, les laines de verre, sous 40 degrés, sous l'amiante, avec des masques. On a fait des trucs de fou ici. Pourtant, j'en ai fait dans ma vie, mais c'est à 50 ans que j'ai fait mes trucs les plus fous. Ton état d'esprit quand tu es là-haut? Bon, on est motivé, on y croit. On y croit, heureusement. Et on est tous motivés, on est à fond pendant les travaux. Fatigués, mais non, on n'a pas les travaux, ont été durs. Parce qu'après, il y a tout ce qui se met, l'administratif qui se met dedans, les inspections du travail et tout le tralala. Combien de temps les travaux? 1 an et demi, très court pour 7000 mètres carrés. 1000 mètres carrés qui est complètement réhabilité, placo, chauffage, isolé, très très court. T'as des surprises? Énormément de surprises, énormément de découvertes, des fausses, des murs qui tombent, des choses qu'on n'assure pas. Enfin, énormément de surprises. T'as un bâtiment, tu l'achètes comme ça. Tu crois que tu vas garder une paroi, non, en fin de compte, tu rases tout à zéro, quoi. Tu repars tout. Donc imagine sur 7000 mètres carrés, quoi. Et il y a des choses sur les plans qui étaient prévus et qui ne sont pas faits à cause du bâtiment? Pas énormément. Une fois la base, non, on avait bien défini. Après, il y a des choses comme on a un étage, on avait prévu une passerelle, on avait prévu des choses qu'on a retirées, mais pas tant que ça. On est bien à l'origine du plan, on n'a pas modifié 50 000 trucs. Il y a eu des changements de terrain, de place, parce que les hauteurs n'étaient pas bonnes, qu'on s'est rendu compte après. Donc, tu vois, le badminton n'est pas à la place du basket. Il y a des choses qu'on a modifiées. Mais sinon, non, à la base, tout était bien figé quand même. Alors j'imagine que ça renforce la cohésion. Ça renforce la cohésion, bien sûr. Voilà. Après, malheureusement, on a eu la première interruption du Covid pendant les travaux, quoi. Là, c'est une première baffe, quoi. Tout s'arrête du jour au lendemain. Ça arrivait, pas qu'à nous. Tout le monde, du jour au lendemain, on a tout arrêté, quoi. Et ça, ton état d'esprit, quand t'apprends que tout doit s'arrêter? Je me souviens, j'étais en haut d'un échafaudage, on nous dit, demain matin, tout s'arrête, quoi. Toutes les entreprises s'en vont. Et là, toi, t'as pas d'activité? Non, nous, on a 0 activité. Donc comment ça se passe financièrement? C'est compliqué, parce que nous, on n'a pas d'activité. On avait un projet d'ouvrir avril, on est au mois de mars. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va ouvrir. On a pris du retard dans les travaux. On a pris déjà du retard, parce qu'avec tous ces problèmes qu'on a découverts. Donc là, on s'arrête. Donc pendant 4-5 jours, tout le monde reste chez soi. Un peu, on respecte les règles, on reste chez soi, et puis on attend. Puis après, on se dit, c'est pas possible. Après, on est tous revenus. Puis on a travaillé on a avancé, quoi. On est venu travailler tous les 4, tous les 5, des amis, on est venu travailler. Sans les entreprises? Sans les entreprises. On a fait de la maçonnerie, on a fait du démontage, on a fait de la peinture, on a avancé, nous. T'as peur pour la pérennité du projet? Pour l'instant, non, parce qu'on n'avait pas ouvert. Les crédits, honnêtement, n'étaient pas commencés. Voilà, pour l'instant, on est encore en travaux. Le plus gros des soucis, il arrive bien après. Là, ça va, on prend du retard, c'est fatigant, c'est pas facile, mais bon. On se dit, ça va le faire, quoi. C'est une situation particulière, il n'y a pas que nous, c'est le Covid, toutes les boîtes sont fermées, on n'est pas tout seul, quoi. Et donc les travaux se passent? Les travaux se passent, se terminent, faut qu'on accélère un peu, parce que il faut quand même qu'on ouvre un moment ou un autre. Donc on décide d'offrir fin août. Après, on ne rouvre pas la meilleure période, mais il fallait bien ouvrir. Au bout d'un moment, on dit, on attend. Donc août, il faut se faire connaître, on commence la communication, on commence août, septembre, c'est quand même, faut se lancer. Octobre est quand même... on commence à distribuer des mailing dans toutes les boîtes de lettres. 3 jours après, badaboum, quoi. Deuxième arrêt Covid. Ouais. Et puis là, ça démarrait bien. Honnêtement, on était contents depuis 15 jours, on était contents. On s'est dit, on s'est dit, ça y est, ça commence à venir. On a vu de la presse, on a vu des reportages autour de nous, on avait eu... on s'est dit, ça y est, ça commence à prendre là. Et puis, badaboum, quoi. Et là, ton état d'esprit? Sur le coup, tu te prends une baffe, mais tu dis, ça va durer combien de temps? On est comme, on se dit, on n'est pas tout seul, on va continuer. Puis après, ça dure. Et le pire, c'est quand tu rouvres et tu rends compte que tu es dans le monde d'après. C'est plus du tout pareil. Tu rouvres avec des restrictions. Des restrictions pour restaurant, l'étape de 4, le pass sanitaire, l'étape de 2, l'étape de 4, maximum 10, tout le tralala, quoi. Pas le droit de faire de sport de contact, pas le droit de faire de sport de ceci, pas le droit de prendre de douche, c'est-à-dire 0. Activité sportive, 0, quoi. Le spa, pas le droit d'ouvrir le spa, pas le droit d'ouvrir... Et puis les gens, ils ont toutes ces restrictions, donc les gens, ils restent chez eux, ils bougent plus, on fait plus rien. Là, t'as peur pour la pérennité? Et là, on a peur pour la pérennité, oui. Là, tu te prends une grosse baffe. Parce que là, tu te dis, je me suis lancé là-dedans. J'ai mis 30 ans de ma vie dedans, quand même. J'ai mis ma femme, mes enfants. Et là, t'as peur. Ah oui. C'est plus pour tes enfants que t'as eu peur? Oui, là, ça m'a démonté, oui. Ah oui, moi, j'ai eu des soucis, ça m'a démonté, oui.
Moi, j'ai eu une période à vide, j'avoue, où c'est moi qui ai eu des gros problèmes de santé. Et là, c'est plutôt mes filles qui me tiennent, qui m'accompagnent. Et puis après, bon, tout doucement, je reprends le dessus. Tout doucement, je me bats, je reprends le dessus. Et puis après, on s'est accrochés tous les 4. Tout le monde. Mes gendres, quand je dis tous les 4, c'est mes gendres sont dedans. Donc tous les 6, tous les 7. On est surtout 7 dedans, quoi. On s'est accrochés et puis on y croyait. Puis on y a toujours cru. Et qu'est-ce que tu fais pour t'accrocher ? On était parti sur plein de choses et on a réduit un peu nos prestations. Et on s'est dit, au début, on avait une académie, on a toujours une académie, on faisait des stages, on faisait une école de foot, on faisait plein de choses. C'était parti avec plein de choses. Donc on a supprimé pas mal de trucs et on s'est dit, on va se concentrer sur la restauration, la location de terrain, le bien-être. On va essayer de ne pas faire trop de choses à côté. On n'avait plus de personnel, parce que le personnel d'avant Covid, on ne l'a pas retrouvé après Covid. Il avait tous disparu, comme partout. On n'avait plus personne. Ils ont tous arrêté. Donc on est reparti tous les 5, quoi. Donc il a fallu relancer la machine. Donc on a su se poser, dire allez, on recommencer à communiquer. Mais bon, les moyens, tu viens de passer 8 à 10 mois sans zéro rentrée d'argent. Et puis nous, on n'avait pas d'historique. Donc pas d'historique, ça veut dire qu'on n'avait pas eu d'aide de l'État. On a eu juste droit aux 10 000 euros. Pas un centime de plus. Les gens, imagine 10 000 euros, le bâtiment il fait 7 000 m², quoi, les charges. Donc ces 10 000 euros, on payait les frais. On n'a pas gagné d'argent. On ne s'est pas trop endetté. Donc ça a été à peu près... Voilà, personne n'a gagné d'argent. Il n'y a pas de salaire. Ça aurait pu être compliqué. Parce qu'il y a quand même l'après-Covid. Il a fallu qu'on modifie plein de choses. Parce que la mortalité, ça a changé quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais ça a changé. Le Covid a changé beaucoup de gens. C'est-à-dire ? Dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de sortir, dans leurs habitudes. Avant le Covid, le lundi tu faisais ça, le mardi tu faisais ça, le mercredi tu faisais ça. Après le Covid, il n'y avait plus de jours. Tu étais chez toi. Maintenant, les gens, il a fallu qu'ils se ressortent. Tiens, le mercredi, je vais danser. Le jeudi, je vais jouer au foot. Le vendredi, je vais à la mairie. Ils n'avaient plus ça, mais ils ont mis combien de temps à le reprendre ? Ça commence que maintenant. Je dis que ça fait 1 ou 2 mois que les gens reprennent une vie normale. Nous, on le ressent, que les habitudes des gens avaient complètement changé. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Mais c'est notre métier. Voilà, faut s'adapter. De toute façon, le commerce, c'est ça, il faut s'adapter à la clientèle. Mais là, ça a été un peu particulier, quoi. Et donc, toi, tu restes en cuisine ? Je reste en cuisine parce que je ne trouve pas le cuisinier que je cherche, quoi. Même si à l'origine, mon idée, c'était pas ça. C'était d'avoir un cuisinier. Et puis moi, je chapeaute un peu tout ça. Je suis 80% de mon temps en cuisine. C'est un plaisir pour toi de retourner en cuisine ? C'est compliqué, mais c'est un plaisir parce que j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Et puis au moins, ça sort ce que j'ai envie, quoi. Je suis quelqu'un d'assez dur, assez exigeant là-dessus. C'est peut-être pour ça que je trouve pas toujours j'avoue. Mais c'est comme ça. Je suis assez exigeant voilà. Mais aujourd'hui, ça se passe très bien. J'ai un petit commis aujourd'hui, ça qui est très bien. J'ai mon gendre qui s'est mis beaucoup avec moi. Donc ça tourne. Je pense qu'on fait du bon boulot. Et la carte, c'est toi qui l'as décidé ? Tous ensemble, parce qu'il faut qu'on trouve une carte qui soit adéquate avec notre concept. Je voulais pas faire un restaurant pour un restaurant, c'était pas l'objectif. Tu viens pas chez moi pour faire manger des plats sophistiqués. Je suis capable, c'est mon métier, mais c'est pas ce que je voulais proposer à mes clients. Donc il fallait trouver une carte qui pourrait correspondre à notre clientèle. Donc on s'est rendu compte qu'on avait une clientèle du Midi qui venait plutôt des chefs d'entreprise, des commerçants qui venaient plutôt de Cap Sud, qui prenaient. Et puis après, le soir, c'était plutôt apéro. Et puis après, on travaille de plus en plus avec des sociétés, des entreprises qui viennent à la salle de séminaire et qui déjeunent pour travailler, puis après faire du sport. C'était pas dans le concept initial, ça ? Si, c'était dans le concept. Le salle de séminaire a toujours été prévu que une entreprise puisse travailler, manger, faire du sport. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer, là, qu'on va développer encore. Quel était l'accueil des collectivités locales ? Très bonne. Très, très bonne. Quand on a présenté le projet à la mairie de Châteauroux, très, très bel accueil. Et on a été aidés. À leur niveau, à leurs moyens, avec leur façon de... Mais on a été aidés. Très, très bien accompagnés par la ville de Châteauroux. Par monsieur le maire, il n'y a aucun souci. Au contraire. Il a réaménagé tout de suite les trottoirs devant nous. Il a fait sa part, quoi, sans aucun problème. Il aurait pu laisser comme ça. Non, non. Tout de suite, il a fait sa part. La commune a fait sa part. Non, très bon accompagnement. Et tout. Ça, c'est agréable. La façade du bâtiment, je la trouve très réussie, moi. L'idée des architectes. On avait besoin d'un tel bâtiment, on ne pouvait pas faire sans un architecte. Sur ce projet, qui est quand même le projet d'une vie, quel est ton meilleur souvenir ? Je pense que ça sera demain. Parce qu'en même temps, je pense que ça sera demain mon meilleur souvenir et ma plus grande réussite, après avoir été mon pire cauchemar. C'est le grand 8 ? Ouais. Ça a l'air d'aller dans le bon sens. C'est pas gagné encore, mais ça a l'air d'aller dans le bon sens. Mais si ça va comme on veut, ça sera ma plus grande réussite. Par où on est passé ? Ah oui, ça a été... c'est là en 5 ans, mes 30 ans de carrière avant sont effacés, quoi. Ces 5 années-là, ça a été de la folie, quoi. C'est les 5 ans les plus durs ? Ah oui. Ah oui. Il y a eu des années... Les premières années de la jardinerie n'ont pas été simples,
Ça se monte pas comme ça, une jardinerie comme ça. On a eu 10 ans compliqués et 10 belles années derrière, parce qu'après le commerce avait pris ses marques. Mais les 10 premières années de la jardinerie n'ont pas été simples non plus. Hein. On arrivait dans un monde, c'était particulier. Hein. Mais là, c'est encore autre chose. Lié au Covid, hein, lié à ce truc qui nous ont tombé dessus comme tout le monde, quoi, qu'on n'avait pas prévu, quoi. Quand on dort pas bien la nuit, à quoi tu penses dans ces moments-là pour le matin te relever et repartir? Bon, y a une période, tu penses plus, tu dors plus. T'es fatigué? Ouais, calmement, enfin, t'as la totale, t'es dopé, hein, parce que on te dope. Sinon, tu tiens plus. On te dope, et après, tout doucement, bah, tu remontes, et puis tu réfléchis, puis tu essaies de mettre les choses en place, tu remotives les gens, ou au début, c'est plutôt les gens qui me remotivent, j'avoue. C'est plutôt mes filles qui me remotivent. Et puis après, on repart. Puis après, au bout d'un moment, on reprend son rythme de chef d'entreprise, de manager, de père, et puis c'est reparti, quoi. Parce que t'as les deux casquettes? Bah oui, j'ai l'expérience. Et puis en même temps, je suis leur père, quoi. Faut essayer de trouver le compromis. Parce qu'il faut pas gâcher tout. Parce que la famille, c'est important. Et voilà, et on ne veut pas bousiller la famille. Hein. Oui, parce que c'est le risque. Il y a eu des crises, il y a eu des coups de gueule, il y a eu des comme tout le monde. Hein. Notre priorité, c'était de préserver ça. Et malgré tous les moments difficiles qu'on a passés, on l'a bien préservé. Hein. On a réussi, on a parti en vacances ensemble, quand même, alors qu'on se voyait toute la semaine, on se dit on reste ensemble, on fait Noël ensemble, on se réunit ensemble. C'est chose qui n'était pas gagnée. Hein. C'était notre force. C'est qu'on est quand même très très liés. Toute la déco intérieure, par exemple du resto, c'est aussi architecte? Non, ça c'est nous. C'est surtout Christine, mon épouse, avec les filles. On avait notre idée générale, garder un peu côté industriel, garder un peu l'âme, et puis avoir cet espace. On voulait du volume, de l'espace, que les gens se sentent bien, voilà. Moi, je me suis plutôt côté technique, terrain de sport, ça c'est plutôt moi. Gérer les terrains, acheter les terrains, voir les fournisseurs, tout ce qui était sport, c'est plutôt moi. Tout ce qui était bien-être, beauté, plutôt, surtout Christine et puis Julie, qui sont au domaine. Et puis déco, voilà, tout ensemble, voilà. Puis après, j'ai géré la cuisine aussi. Chacun avait quand même son domaine. Et aujourd'hui, chacun a son domaine. Pour le sport, tu testes les terrains, le matériel? Bon, on a été jouer. Hein. J'ai été jouer au padel à Limoges, j'ai été jouer au foot dans d'autres terrains. J'ai été voir un peu. Hein. J'ai été voir un peu ce qui se faisait. Hein. Les sociétés, quels produits, ce qui se vendait, à quel prix. Voilà, on a été voir un peu ce qui se faisait, quoi. Si tu avais aujourd'hui un truc à changer? Il y a des choses, on avait d'autres projets, il y a des choses qui ne sont pas faites pour raisons économiques, pour raisons de place. Tu vois, on a étudié plein de choses, on a étudié les murs d'escalade, hein. Ça a été une grosse étude. Très gros investissement, pas notre monde, on n'y connaît rien en escalade. On a étudié les trampolines, on a étudié le karting, on a étudié plein de choses. Hein. Mais par déduction, on s'est dit non, ça c'est pas notre monde, le karting, moi un moteur, je sais pas comment ça marche. C'est pas mon truc, je sais conduire un karting, mais j'y connais rien en mécanique. Il faut il faut des gens qui gèrent, donc il y a un problème de coût, de main d'œuvre, de salariés, donc il avait fallu on a étudié plein de choses, il y avait plein de projets, puis on a encore plein de projets, mais il y a des choses qu'on a mis de côté, qu'on fera jamais, et puis qui ne sont pas viables sur Châteauroux, voilà. C'est un peu le bâtiment qui te fait décider. Problème d'espace, de hauteur, de poteaux, voilà. Après, tu prends le bâtiment, puis tu joues. Tu joues avec tes terrains, tu prends un petit papier et un crayon, puis tu poses tes terrains, puis tu essayes d'en mettre un maximum, en respectant les règles, voilà, que tu puisses mes 2 terrains de padel sont dans les normes, je peux faire des compétitions, j'ai la hauteur officielle, voilà, je voulais pas non plus faire des choses que je pouvais pas, qui me donnent un frein plus tard, quoi. Mes terrains de foot, ils sont aux normes, enfin tous mes terrains sont aux normes. Mon PVC pour mon terrain de basket, il est homologué par la Fédération française de basket. C'est pas du parquet, c'est un PVC, mais il est homologué. C'est important d'avoir un niveau de qualité assez haut? Oui, très important. On voulait faire une prestation, mais on voulait apporter. Voilà, je pense qu'on a du matériel, de beau matériel, c'est de la qualité. On a des terrains de qualité. Voilà, puis à côté, c'est surtout autour. Les vestiaires, on a des vestiaires de qualité, des douches, tout est. Je pense qu'on a fait quelque chose de qualitatif. On voulait pas faire un gymnase avec un vestiaire, quoi. C'était pas l'objectif. Voilà, des douches individuelles, des casiers individuels, avec un look un peu sympa. C'était pour toucher un maximum de personnes aussi, c'était le but. Et puis il faut savoir que le concept, c'était chose qui on a eu du mal à faire comprendre et on a peut-être un peu sous-estimé ça. Il a fallu que les gens comprennent qu'il fallait payer pour faire du sport. À Châteauroux, c'était pas connu ça. Je vais payer pour faire du sport. Non, tu vas sur un terrain de foot, tu rentres dans un gymnase, tu payes pas. Les gens, ils payaient faire du sport, c'était quelque chose. Donc il a fallu qu'on donne, nous, faire comprendre aux gens. Donc pour qu'ils payent, il faut quand même qu'on ait une qualité de service derrière. La qualité des vestiaires, des couloirs, de l'accueil. On n'est pas dans un gymnase, quoi. Et la politique tarifaire, elle change une fois que tu ouvres?
Il y a des choses qui évoluent. Non, déjà, on regarde la concurrence. Hein. Par exemple, le foot 5, le padel, on regarde Bourges et Limoges. Hein. On regarde les prix du marché, on ne peut pas être déconnant par rapport à ça. Après, il faut avoir une rentabilité par rapport. Donc, mais on se base surtout le prix de ce qui se fait, le prix du marché, et ce qui se fait dans... Et à la fin, entre ce que tu prévois et ce que tu fais aujourd'hui, tu as une grosse différence? Tu as réajusté ou pas du tout? Pas tant que ça. Hein. Non, honnêtement, non, on avait étudié tout ce qui était e-sport. Là, il a fallu qu'on trouve quelqu'un ou que mes filles, parce que bon, moi j'avais l'idée, mais pareil, c'est pas ma génération, c'est pas mon truc. Mais je me suis quand même pas mal plongé dedans. Ça n'a pas été plus loin, on avait prévu une salle pour ça, mais ça s'est pas fait, parce que bon, des gros investissements, et puis bon, et on a eu raison, parce que ça, c'est des choses que les gens font un peu chez eux, et ça évolue trop vite. Alors que voilà, du foot restera du foot, du padel restera du padel, on va rester terre à terre avec du vrai sport, quoi. Et sur quel terrain t'es le meilleur, toi? Bah, moi, je suis un footeux, hein. Je veux dire, sport de raquette, je m'amuse dessus, mais voilà, moi, je cours, hein. Je sais courir, voilà, moi, je cours. Tu restes foot, même Ouais, ici. je reste foot, moi. Hein. Tu trouves des parallèles entre le sport, parce que toi qui es quand même sportif, et la vie en entreprise? Bah, c'est une compétition, hein, avec des objectifs. Pour moi, c'était ça toute ma vie. Hein. Que la semaine et le dimanche matin ou le dimanche au foot, c'était pareil, quoi. Je partais avec un objectif, puis c'est une compète. Hein. Que le meilleur gagne, hein, en espérant que ça soit toi. Ouais, t'es toujours en compète? Ah oui, je suis toujours en compète, moi. Je suis toujours en compète, toujours. Même là, je joue au foot, j'ai 55 ans, je suis encore en compète, hein, à mon niveau, hein, parce que je sais très bien que je peux plus faire ce que je faisais avant. Mais au fond de moi, je suis toujours en compète. Hein. Mauvais joueur? Ah non. Oh non, pas du tout. Non. J'aime pas l'injustice, mais j'ai dû prendre 2 cartons jaunes en 30 ans 40 ans. Ah oui, effectivement. J'ai 55, donc 45 ans de licence. Ouais. J'ai dû prendre 2 cartons jaunes. Non, très respectueux. Mm. Ah non, par exemple, je supporte pas ce qui peut se passer aujourd'hui sur le monde du football, quoi. Le respect. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Ça a changé. Le respect. Tu penses que ça a changé le monde du foot? Ouais. Comme le monde entrepreneurial, le monde de la société. Hein. Tout, l'attitude des gens, quoi. C'est le respect. On est dans une société de consommation. Au sens large. Voilà, un jour j'achète ça, je suis content, je suis pas content. Un jour je fais du sport, un jour je fais du foot, je fais du judo, je fais du basket, je m'arrête, je recommence. On est dans une société de consommable. Et c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plutôt dans la fidélité, dans le respect, voilà. Ça n'empêche pas de découvrir d'autres choses, mais. C'est ton côté paysan, ça? Ouais, puis fier, ouais. Ouais, c'est mon côté. Mais tout à fait, ouais. C'est mon côté paysan, ouais. Ouais, j'aime ça, j'aime la terre, j'aime. Et toi, qui étais un gamin qui admirait Platini, aujourd'hui? Bon, je suis toujours nostalgique de Saint-Étienne, quoi. Bon, je suis toujours un passionné de la mairie, évidemment. Hein, ça a été ma chérie pendant des années, quoi. Tu vas voir des matchs encore? Rarement. Je ne pas depuis moins de temps, mais voilà. Donc, le vendredi soir, je suis un peu fatigué. J'ai un peu de mal. Soit je travaille, soit je me repose. Donc, non, aujourd'hui, si. Après, je suis le sport à fond. Hein. Tous les résultats, ma Bible, c'est l'équipe, hein, comme beaucoup de... Ouais. T'as le temps quand même de lire l'équipe? Ouais. Maintenant, avec Internet, je lis sur ma tablette le matin. Ouais. C'est plus rapide. Ok. On n'a pas parlé des amplitudes horaires? 9h, 23h toute la semaine. 9h, 18h le samedi. Et 9h, 13h le dimanche. Donc au début, quand tu n'as pas de personnel, c'est tout le monde fait tout. Tu calcules, ça fait 80. On faisait tous les 5 entre 80 et 90 heures par semaine. Voilà, jusqu'à il y a 2-3 mois. Maintenant, on a commencé à créer une équipe, ça va un peu mieux. Et ça, au départ, tu l'envisages? J'avais pas envisagé comme ça, mais bon, c'est au bout d'un moment, et puis tu fatigues un peu, quoi. C'est pas notre truc. 35 heures, nous, ça dure 2 jours et demi, quoi. C'est pas notre truc. Tu sais, comme beaucoup de chefs d'entreprise, hein, malheureusement, il faut faire tourner la boutique, quoi. Hein. Tant que tu n'as pas trouvé ton équipe, que tu n'as pas trouvé un peu tes marques, tu peux pas dire, bon, aujourd'hui, je vous fais le plus tard, ce soir, je ferme plus tôt. C'est pas comme ça que demain, tu vas pérenniser ton entreprise et que tu vas donner les bonnes habitudes. Hein. Donc, tout va à 9h et tu fermes à 23h. Et voilà, que tu aies des clients ou pas des clients. Parce que si tu fermes plus tôt parce que tu n'as pas de clients, bah, le lendemain, tu n'en auras pas plus. Donc, mais ça s'appelle être pro, quoi. C'est tout, quoi. Ouais. Hein? Et quand les clients arrivent ici, est-ce qu'il y a des choses ou des remarques qui t'ont surprise? Les remarques sont plutôt positives. On ne s'attendait pas à ça. Notre plus gros problème, c'était de communiquer extérieurement notre façade, de faire comprendre aux gens ce qu'il y avait à l'intérieur. Chose qui n'est pas finie. Tu peux demander encore à beaucoup de gens, il y a encore des gens qui ne franchissent pas la porte, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Les gens ne savent pas tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est compliqué. Notre façade, t'as beau lire, encore on l'a amélioré un peu. Au début, on n'avait même pas marqué ce qu'on faisait. Hein. Donc c'était compliqué. Donc c'était un problème. Et après, c'est une fois que les gens ont franchi la porte, là on a beaucoup de réactions. Waouh. Et ça fait plaisir. Quand tu dis, les gens, ouais, ça y est, ils se disent, ah ouais, moi, on ne s'attendait pas à ça. Parce que les gens, ils peuvent avoir une façade, un restaurant, puis après, quand ils avancent. Et ça, c'est encore tous les jours. Et ça, c'est notre plaisir. On se dit, tiens, c'est pour ça qu'on a de la marge.
toute façon, parce qu'on n'est pas encore arrivé à nos chiffres, mais on va y arriver. On sait on a encore une grosse marge pour faire découvrir notre établissement, parce qu'on propose plein de choses. Il y a eu une inauguration. Inauguration, mais en plein fin Covid, parce qu'on s'est dit, il faut le faire. Fin novembre l'année dernière, en petit comité, parce que on s'est dit, au bout d'un moment, on ne va pas la faire dans 2 ans, il faut qu'on en fasse une. Et on l'a faite au mois de novembre, on l'a faite. Mais du bon moment, on ne va pas faire une inauguration 3 ans après, quoi. Donc ça n'a pas été l'inauguration de fou, comme elle aurait pu être faite juste après l'ouverture, après que les journaux soient venus, la radio, la presse. On dirait qu'on a eu pas mal de choses autour de nous, il aurait fallu le faire là. Mais badaboum, quoi, ça s'est calmé, quoi. Aujourd'hui, tu aurais encore besoin d'un éclairage de la presse? Bah oui, parce que c'est quand même une réouverture. En fin de compte, ça fait que 4 mois qu'on vit normalement. Septembre, on a bien senti, dès septembre, on sentit que c'était mieux. Et puis depuis octobre, on sent de mieux en mieux que la vie est presque normale. Maintenant, il faut qu'on réexplique aux gens notre concept et qu'ils redécouvrent. J'avoue que les budgets qu'on avait mis il y a 1 an et demi dans la communication, on est des bons gestionnaires, je pense. Donc on y va tout doucement, quoi. Ouais, et puis en plus, tu as l'inflation qui doit toucher aussi. L'énergie nous fait peur. Là, j'avoue que j'ai encore un contrat. J'ai un contrat encore qui se termine dans quelques mois. Mais après, si on suit les choses, je multiplie tout par 3. On espère que les choses vont se calmer. Mais aujourd'hui, c'est l'énergie qui nous fait le plus peur. J'ai quelques petites dernières questions pour finir le podcast, qui sont toujours un peu rituelles. Je voulais savoir quel était le conseil que tu avais reçu, qu'on t'avait donné, qui te semble le plus important aujourd'hui. J'ai eu quelques maîtres, des gens qui m'ont aidé quand je suis rentré dans la vie active. Et le conseil, ça a toujours été un peu le même, hein. C'est le travail et le respect. Donc dans le respect, c'est le respect du travail et le respect des gens qui travaillent, qui sont autour de toi. Aussi bien en dessous de toi qu'au-dessus de toi. C'est des gens qui t'ont embauché? Des gens qui m'ont embauché, une personne qui m'a embauché, qui a cru en moi tout jeune. C'était qui? Monsieur Brunet, donc, qui avait la Forge de Lille, hein, le restaurant La Forge de Lille. Voilà, j'ai fait mon prestage là-bas, donc j'avais 14 ans, 15 ans, en sortant de sport-études avant de rentrer au lycée hôtelier. J'ai travaillé un été là-bas, après j'ai fait mon école hôtelière, et à la sortie du lycée, j'ai été travailler dans son restaurant à Vendeuvre. Okay, j'avais 19 ans, il m'avait pris en cuisine seul. Hein. Bon, après, la vie a fait que je ne suis pas resté très longtemps, parce que Vendeuvre à 19 ans, c'est un peu triste. Hein. Et il m'a appris, monsieur et madame m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses. L'exigence, le travail, le respect, voilà, c'était des gens très durs dans le travail, mais le cœur sur la main, quoi. Ils nous ont entourés. Mais c'est ça, le travail et le respect. Est-ce que tu as eu un échec dans ta vie? Des échecs, oui, mon premier restaurant, là, à 20 ans, où je suis resté 5 ans, où ça a été un échec. Et qu'est-ce que tu as appris de cet échec? De mieux calculer, peut-être. Tu sais, tu as 25 ans, puis j'avais pris le truc, j'avais 20 ans, Christine avait 18 ans. Je ne suis pas un gros calibre, hein. Donc on me prenait plutôt pour l'apprenti que pour le chef d'entreprise à l'époque. Hein. Donc ça n'a pas été facile de s'imposer. Donc tu t'imposes par ton travail, pour montrer aux gens, attendez, je suis capable, vous allez voir ce que je sais faire. Donc tout doucement, ça prend. Voilà, c'est pas facile de s'imposer dans la vie de chef d'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Hein. C'est toujours un restaurant là-bas? C'est toujours un restaurant, oui, c'est la même personne avec qui j'ai vendu, qui est restée... Ouais. Tu y retournes? Oui, bien sûr, parce que moi j'ai une petite maison juste derrière, parce que j'avais ma maison à Neuville, je l'ai encore. Donc ça touche le restaurant à 20 mètres derrière, donc là c'est à l'heure actuelle. Donc puis mes parents sont pas loin à Fougerolles, mes frères, ma famille est la base, hein, c'est mon coin, hein, le Bois-Chaud Sud. Hein. Je suis né là-bas, c'est peut-être pas le coin le plus joli, mais bon, c'est mon coin. Quel est le succès dont tu es le plus fier? Je pense que ça va être le prochain, là, celui-là. Parce que c'est le plus dur? Parce que c'est le plus dur, ouais. Parce qu'il y a eu des obstacles qu'on avait. Autant, d'habitude, tu maîtrises, tu as des obstacles, mais tu sais que tu vas les rencontrer dans une entreprise. Tu as les premières années, 2 ans, mais c'est des obstacles que tu maîtrises. Tu sais que tu vas les rencontrer. Et là, tu as des obstacles que tu n'as pas prévus. Que tu n'as même pas imaginé une seconde. Que personne n'a pu imaginer. Et là, tu te dis, il faut que je fasse face. Il faut que j'y arrive. Et là, j'ai pas le choix. Parce que sinon, je mets tout le monde à la rue. Je repars dans ma petite maison à Neuville et puis il faut que je me retrouve un boulot, quoi. Alors que c'était fini pour moi, quoi. J'étais tranquille. Est-ce que tu as un livre ou un film que tu aimes beaucoup? Livre, je lis que depuis quelques mois. Tu vois, j'ai eu besoin de ça pour dormir. Ah ouais? Je lisais pas. Un peu plutôt des documentaires, des livres, des autobiographies. Voilà. Même sur la politique, je suis très politique, j'aime bien la politique. Donc tous les hommes politiques ou alors les anciens sportifs. Mais depuis quelque temps, je me suis des livres où je pense à autre chose parce que on m'a dit ça. Et tu vois, je fais livre sur le livre maintenant. J'en finis un, je recommence. C'est tout. Hein. C'est Christine, une très grande lectrice, donc je prends ce qu'elle a dans l'armoire et je prends. D'accord. Voilà, et donc, le dernier livre que tu as lu, c'est quoi?
Et ben là, je viens de finir La Tour de Babel. Je ne sais même pas qui c'est qui l'a écrit. J'avoue que je prends le livre. Je ne veux pas dire le nom de l'auteur parce que je n'ai pas enregistré, mais je lis, c'est plutôt des histoires criminelles, des choses. Mais bon, ça me permet, le soir, je m'endors calmement. Voilà. Un film, je ne suis pas très cinéaste. Itinéraire d'un enfant gâté, j'ai adoré. Toi, ça date, c'est vieux, mais c'est des choses que c'est quelque chose. Voilà, l'itinéraire d'enfant gâté, ça te montre pareil. Je pense que c'est une belle image. Le cheminement. Dernière question, Emmanuel, qui est toujours la même. Je vous laisse savoir quel était ton endroit préféré en Berry. Bois-Chaud Sud. C'est mon coin. C'est mon coin. Fougerolles, toi. Qu'est-ce que t'aimes là-bas? J'aime, c'est ma campagne, c'est toute mon enfance. Je me promenais, mes balades en vélo. J'en faisais pas beaucoup à l'époque, enfin si, comme tout le monde. Mais tu sais, c'était le lieu de rencontre, Fougerolles. On était donc agriculteurs. Bon, tu parlais d'agriculteurs de 40 ans, de petits moyens. On arrivait dans la région, j'avais 4 ans. Mais en fin de compte, on partait pas en vacances. C'est plutôt les amis, la famille qui venaient en vacances chez nous. Parce que notre famille est plutôt des gens de ville et des choses comme ça. Donc ils venaient, parce que chez nous, c'était des granges, du grain, des foins, des piscines fabriquées avec des bottes de paille. J'avais fait un terrain de foot, j'avais fait un terrain de tennis. On a fait des barrages dans la rivière. C'est Interville. À notre niveau, c'est que des souvenirs, quoi. Mais il n'y a qu'à la campagne que tu fais ça. Et puis avec les moyens du bord. Mais c'est que du bonheur. Tant que tu y retournes souvent? Oui, de plus en plus, ouais. Et puis t'en as besoin. T'as une période où tu y vas moins parce que t'es dans la tête. En vieillissant, t'as besoin de te... Les parents vieillissent, donc, mais en même temps, t'as envie de te rapprocher, quoi. Ouais, je le sens que j'ai envie de me rapprocher de ce j'ai besoin d'y retourner, ouais. Ah oui. Ouais. Merci en tout cas. Voilà, cette conversation inspirante. Merci. Et puis, je viens jouer quand je peux. Au plaisir. Merci. Salut. Salut Stéphane. Hello, j'espère que cette conversation avec Emmanuel vous a plu et je vous invite bien évidemment à rendre une visite aux 4 éléments pour le sport, le restaurant ou l'espace bien-être. Je voulais ici remercier tous les gens qui m'envoient des messages très amicaux, c'est un encouragement à poursuivre ce projet pour mettre en lumière toutes ces berrichonnes et berrichons inspirants. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.